Au menu de cette édition de l'actualité, les nouveaux accords de coopération adoptés au 7e TAC entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire, le cinéma, l'économie numérique, l'autonomisation des jeunes et des femmes sont les domaines concernés par ces accords signés hier à Yamoussoukro. On en parle dès le début de ce journal. La journée mondiale contre l'hépatite est commémorée ce jour 28 juillet. Dans ce journal, nous faisons le constat de la situation de la maladie au sud-ouest du Burkina Faso où le taux de prévalence de l'hépatite C serait selon les spécialistes, donc de 13% contre 3% au plan national. Et puis présidentielle au Mali, demain les Maliens vont élire leur nouveau président. Dans ce journal, les dernières heures de la campagne qui s'est achevée ce vendredi à minuit pour les 23 candidats en liste pour succéder à Ibrahim Boubacar Keïta. L'École nationale des régies financières ENAREF a 30 ans. L'événement est commémoré à travers plusieurs activités. Le directeur général de l'ENAREF, M. Nebila Amadou Yaro, est notre invité pour nous parler de l'évolution de cette école et des perspectives d'avenir. Bonjour M. Yaro. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, 4 nouveaux accords sont signés hier à Yamoussoukro entre les gouvernements du Burkina Faso et de la République de Côte d'Ivoire à la clôture du 7e TAC. Des accords dans les domaines du cinéma, de l'économie numérique, de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Il s'agit de permettre aux populations burkinabè et ivoiriennes de tirer réellement profit du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Plus de détails sur les nouveaux accords avec Vincent Kiendrebeogo. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso étendent leur domaine de coopération. À l'issue du sommet des chefs d'État, 4 nouveaux accords ont été signés. Le premier concerne une coopération dans le domaine cinématographique et le deuxième est relatif à une coopération en matière d'économie numérique et de poste. La Côte d'Ivoire, c'est un pays côtier et donc les câbles sous-marins arrivent aux côtes ivoiriennes. Donc il s'agira pour nous de nous associer avec la Côte d'Ivoire et d'acheter la capacité moins chère directement avec les opérateurs de câbles sous-marins et de permettre à nos opérateurs de redistribuer l'Internet à un coût accessible parce qu'ils auront une grande capacité à un prix acceptable. Il s'agit aussi, dans le cadre de ce protocole d'accord, de restructurer les services financiers postaux de sorte à faciliter le transfert financier entre nos deux pays. Les deux pays ont décidé de mettre en place un fonds de l'amitié ivoiro-burkinabè qui finance les projets intégrateurs portés par les jeunes. C'est l'objet du 3e accord signé par les deux parties. C'est un début. Nous avons mis de chaque côté des deux États 500 et 100 millions, ce qui fait un total de 200 millions. Au niveau du Burkina Faso, nous avons financé 5 projets sur une demande d'environ 400 et quelques. Nous avons voulu faire une différence avec les autres fonds du ministère pour donner des montants substantiels qui permettent de réaliser des projets innovants et intégrateurs. Les femmes ne sont pas en reste. Un autre fonds de l'amitié ivoiro-burkinabè est créé et les deux pays se sont accordés sur les modalités de son fonctionnement. Nous avons pu obtenir 250 millions de chaque partie que nous allons ouvrir un compte, mettre là-bas et avec un comité paritaire pouvoir étudier les dossiers et mettre en œuvre ces fonds. Et ces fonds sont dédiés aux femmes qui sont porteuses de projets intégrateurs et ces projets devraient travailler sur le Burkina et sur la Côte d'Ivoire. D'autres projets d'accord devront connaître des études approfondies avant d'être signés. Entre travaux des experts et conseils des ministres conjoints des deux gouvernements couronnés par la conférence au sommet des chefs d'État, le 7e TAC est également marqué par l'évaluation de la mise en œuvre des engagements pris lors des précédentes éditions du traité. Retour sur l'avancée de certains de ces engagements avec Roger Kam et Nyarki Teda. Après environ 2 heures de travaux entre les exécutifs ivoiriens et burkinabè, le communiqué final qui en découle note avec satisfaction la mise en œuvre des engagements et recommandations de 2017. L'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, par exemple, est une réalité. La Côte d'Ivoire est déjà sur 115 km. Le Burkina Faso va entrer bientôt dans la danse. Nous œuvrons avec le partenariat de groupes chinois pour que le premier tronçon qui va de Ouagadougou à Pouni
aux encablures donc, de Koudougou sur près de 110 km pour que ce tronçon puisse démarrer en 2019. D'autres engagements pas des moindres et qui connaissent des avancées significatives, ce sont les tarifs de Air Burkina à l'aéroport d'Abidjan, l'augmentation des hydrocarbures pour le Burkina Faso et dans le domaine de l'enseignement, les diplômes seront délivrés désormais à temps. Constat dans le domaine de l'éducation, les diplômes des élèves burkinabés qui traînaient à être délivrés, qui prenaient des années, maintenant c'est bon, les diplômes sont livrés à temps, délivrés à temps, ce qui permet aux jeunes burkinabés de pouvoir s'inscrire dans les universités burkinabées ou de pouvoir s'inscrire pour les concours au Burkina. Sur le Air Burkina qui arrive à l'aéroport d'Abidjan, les tarifs étaient jugés élevés. Il y a une baisse de 30% qui a été constatée. On demande encore qu'il y ait des efforts. Sur les hydrocarbures, la fourniture des hydrocarbures par la société ivoirienne de raffinage, donc il y a un accord qui a été trouvé avec la Sonabi et donc qui devrait permettre d'augmenter les quantités et les volumes. La réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao va connaître un redimensionnement. Nous avons aussi discuté de la convention de réviser avec Citaraï, puisque vous savez que l'Assemblée devait ratifier cette convention, mais compte tenu de la situation au sein du groupe Bolloré, nous avons été de retirer ce dossier qui sera probablement resoumis en discussion lors de la session du mois de septembre. Pour le Burkina Faso, la 7e conférence au sommet des chefs d'État et du gouvernement est satisfaisante et l'on pense déjà au 8e TAC, traité d'amitié de coopération ivoiro-burkinabé, prévu en juillet 2019 à Ouagadougou. Retour au Burkina Faso pour l'actualité nationale que nous ouvrons par notre page entretien. Nous retrouvons donc notre invité. Et le propos ce matin, donc, ce sont les 30 ans de l'ENAREF, l'École nationale des régies financières, et c'est le directeur général de l'ENAREF, M. Nebila Amadou Yaro, que nous recevons ce matin. Bonjour, rebonjour, M. le directeur général. Bonjour, madame. Avant de parler de l'événement, nous allons peut-être faire un petit rappel historique de l'ENAREF, si vous le voulez bien. Merci. L'École nationale des régies financières a été créée en 1988. Je dirais un peu sur les ruines d'une école qu'on appelait à l'époque l'école des services du Trésor. Et c'est une école qui, en 30 ans, a grandi. C'est une école qui a vu ses filières de formation augmenter. De 3 filières au départ, nous sommes aujourd'hui à 8 filières. C'est une école qui a vu ses effectifs augmenter. C'est une école qui a vu aujourd'hui le nombre donc, de pays qui nous envoient donc, les personnes à former augmenter. Nous sommes aujourd'hui à 14 nationalités. C'est une école aujourd'hui qui est certifiée donc pour le système de management de sa gestion. C'est aujourd'hui une école qui est une école de référence aujourd'hui et qui participe, je dirais, à la réflexion sur les finances publiques, à la réflexion sur les grands enjeux, sur les défis du moment. Et c'est une école, en tout cas, qui entend rester, je dirais, donc, dans les grands débats aujourd'hui en matière de renforcement des capacités du ministère, donc, des ministères, je dirais, donc, en charge de l'économie et des finances, donc, aussi bien au Burkina que dans les autres pays de la sous-région et en Afrique centrale. Alors, sur les missions de l'ENAREF en général, est-ce qu'il y a eu une évolution notable? Certes, oui, tout à fait. Il y a eu une évolution parce qu'au départ, c'était une formation, des formations donc, classiques que nous faisions et qui étaient donc des agents qui étaient versés au ministère de l'économie, des finances et du développement. Mais aujourd'hui, nous avons élargi notre champ. Nous participons à la réflexion. C'est un des éléments très importants. C'est-à-dire donc que les grands enjeux aujourd'hui en matière économique et financière, donc nous y participons. Nous participons également, je dirais, à la formation des hauts cadres, je dirais. Avant, nous avions simplement des formations initiales. Maintenant, nous faisons donc la formation continue, donc le renforcement périodique donc des compétences. Et puis, enfin, nous participons, je dirais, donc, sur l'ensemble des pays de la sous-région à des réflexions sur des thèmes bien précis et qui nous permettent en tout cas de montrer notre expertise dans ce sens-là. Peut-on préciser l'offre de formation actuellement à l'ENAREF? Alors, nous avons donc 2 types d'offres de formation. Il y avait la formation initiale, classique, fiscalité, comptabilité, finance, aménagement du territoire, statistiques, et puis bientôt donc le cadastre.
Et puis nous avons également développé des filières, ce que nous appelons la formation continue. Et dans la formation continue, il y a 2 sous-points. Il y a d'abord la formation continue classique que nous avons, c'est-à-dire en 1 semaine, 2 semaines, un renforcement des capacités. Lorsqu'un texte, par exemple, change, il est bon donc de mettre les agents à niveau. Mais aussi, depuis quelques temps, nous développons des formations un peu plus pointues, que nous appelons donc des masters, avec l'appui de structures nationales et également de structures internationales dans le cadre de conventions de partenaires que nous avons signées depuis quelques temps. Certifié ISO depuis 2015, vous en parliez tantôt. Qu'est-ce que cela apporte à l'école comme plus? Alors, vous savez que l'INAREF a atteint un stade aujourd'hui où elle travaille beaucoup avec des partenaires étrangers, des partenaires financiers, des partenaires académiques, ainsi de suite. Et donc, chacun de ces partenaires a des procédures. Et ces procédures-là, si vous voulez rentrer dans les standards internationaux, il faut donc les respecter. Et cela commence d'abord par le système de management en interne. Donc, pour nous, le fait d'avoir été certifié ISO nous amène donc deux éléments essentiels. D'abord, en interne, ça nous permet de nous réorganiser en interne au niveau de la direction générale, au niveau des élèves, pour que toutes les missions qui nous sont confiées puissent être remplies vraiment à temps, dans les délais et selon les qualités donc, qui sont exigées. Mais cela nous permet également, avec nos partenaires, de nous mettre sur les standards internationaux et d'avoir plus confiance, d'être beaucoup plus crédible, je dirais, à leurs yeux. Et je peux vous dire que ces certificats nous ont beaucoup apporté. Nous sommes beaucoup plus crédibles auprès de nos partenaires. Lorsque nous déployons donc des dossiers d'appel d'offres, c'est mieux examiné, avec beaucoup plus d'attention dans ce sens-là. Et pour nous, c'est une très bonne chose. Et en 30 ans d'existence, vous l'avez dit, l'INAREF a apporté beaucoup à l'administration économique et financière. Comment vous envisagez l'avenir actuellement? C'est un avenir qui va partir des acquis que nous avons engrangés. Je dois dire que l'école aujourd'hui a participé à la réflexion, comme je le disais, sur les grands enjeux. L'école a participé au renforcement des capacités. L'école a formé énormément de cadres, aussi bien au Burkina que dans les autres pays. Si vous prenez un ministère comme le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 80-90% des cadres aujourd'hui, des agents aujourd'hui ont été formés à l'INAREF. Si vous prenez sur le plan international, beaucoup de nos cadres, de nos agents qui ont été formés sont occupés ou même occupent aujourd'hui des plus hautes fonctions dans leur pays. Et je crois que ce bilan, il est d'abord positif parce que lorsque vous regardez un peu comment les finances publiques sont tenues dans nos pays, nous pouvons raisonnablement dire que c'est une bonne chose. Maintenant, il faudra réfléchir à l'avenir, donc bien évidemment. Et pour nous, il y a 2 éléments essentiels. Le premier élément, c'est de participer, comme je le disais au début, à la réflexion. Aujourd'hui, nous devons être à même de contribuer à la réflexion sur les finances publiques. Vous savez que les finances publiques, c'est une matière qui évolue énormément. Et il faut anticiper. Lorsque nous discutons avec les bailleurs de fonds, lorsque nous discutons avec les partenaires techniques et financiers, vous venez de parler donc du TAC donc tout de suite, vous savez, ce sont des dossiers complexes parfois, et l'économie et les finances publiques sont au centre un peu de ces dispositifs. Et pour nous, le premier élément, c'est de contribuer donc à cette réflexion-là pour que justement on puisse anticiper sur certains problèmes. L'autre élément, c'est de former donc des agents qui soient à même d'innover, qui soient des agents créatifs, qui soient des agents qui soient en mesure, je dirais, de participer aux différentes réformes qu'il y a. Et de ce point de vue, nous avons dans les formations classiques que nous avons, mais aussi nous devons élargir donc notre champ. Et nous allons créer très bientôt, la réflexion donc est lancée, un institut donc de formation à distance pour prendre en compte donc ceux qui ne peuvent pas venir donc à Ouagadougou. Donc pour nous, ce sont des défis importants donc qu'il y a, qu'il faut arriver à remplir dans les 5 ou dans les 10 ans donc qui viennent. On imagine que cette réflexion sur les perspectives d'avenir de l'INAREF, cette réflexion sera menée au cours de ce 30e anniversaire que vous commémorez. Et est-ce qu'on peut en parler, un événement que vous voudriez marquer d'une pierre blanche? Qu'est-ce qui va se passer au cours de cette commémoration? Alors, je dois rappeler que en fait, la commémoration a commencé depuis le mois de janvier. Nous avons fait certaines activités, nous avons honoré nos prédécesseurs. Et cette fois-ci, nous continuons à réfléchir donc. Et nous avons au mois de septembre-octobre un colloque international que nous organisons sur le thème politique publique
croissance et emploi. Comment les politiques publiques peuvent contribuer à la lutte donc, contre le chômage. Et pour nous, nous allons faire venir donc, des experts étrangers pour nous aider donc, à cette réflexion-là. À côté de cette partie réflexion, il y a bien évidemment la partie festive qui a commencé depuis quelque temps avec les élèves, avec tous nos partenaires, avec les anciens élèves. Et le couronnement, donc, c'était la sortie de la 29e promotion hier, qui s'est très bien passée, donc, à écouter donc, les gens. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'ENAREF? Un bon anniversaire et puis surtout une vision encore plus éclairée. Merci beaucoup. Merci, M. Yaro, directeur général de l'ENAREF, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la célébration des 30 ans de l'ENAREF. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal et pour les autres actualités. La communauté internationale commémore ce jour 28 juillet la journée mondiale contre l'hépatite. Le constat au sud-ouest du Burkina Faso, c'est que le taux de prévalence de l'hépatite C est de 13% contre 3% au plan national. Une de nos équipes de reportage s'est donc rendu au service d'urgence du centre hospitalier régional de Gawa pour prendre le pouls des consultations liées à l'hépatite virale. On voit cela avec Alassane Badini et Amidou Kipsinana. Nous sommes au centre hospitalier régional de Gawa. Ce patient en consultation souffre de l'hépatite virale. Âgé d'environ 40 ans, Filtou Recib a découvert son mal grâce à des examens médicaux approfondis alors qu'il souffrait de douleurs abdominales. Douleur du ventre, des côtes et des oreilles, ce sont les maux dont je souffre. Ces douleurs abdominales persistent il y a 3 ans, raison pour laquelle je suis venu pour me faire soigner. Les infirmiers m'ont dit de faire des examens, notamment la radio. Après diagnostic, les infirmiers m'ont dit que mon foie a des problèmes. Ils disent que je souffre de l'hépatite. Les virus de l'hépatite désignés par les lettres A, B, C, D et E diffèrent selon leur mode de transmission. Les virus de l'hépatite B et C se transmettent par tous les liquides de sécrétion biologique, le plus souvent par contact sexuel et par le sang. Tu peux marcher avec une hépatite pendant des années, voilà, 20 ans, 30 ans, 40 ans, sans savoir même que tu as une maladie. Donc la mère transmet le virus à son enfant et peut-être c'est à l'âge de 20 ans, 30 ans qu'il va découvrir qu'il a cette maladie. Et le plus souvent, c'est le découvert fortuite. La personne même n'a aucun signe, ne présente aucun signe, c'est lors d'un bilan général. Comme nous savons par exemple que la zone du sud-ouest, c'est une zone endémique, il y a beaucoup de cas d'hépatite, nous leur demandons, nous les expliquons et on leur demande de faire le dépistage systématique. Pour des cas d'hépatite, au moins une quinzaine de patients font des consultations par jour au centre hospitalier régional de Gawa. Le sud-ouest est l'une des régions du Burkina où le taux de prévalence de l'hépatite C est élevé. Pour l'hépatite C, nous avons sur le plan national une prévalence autour de 3,2%. Mais malheureusement, pour ce type qui est pas du tout bien pour la santé des populations, dans le pays, c'est le sud-ouest qui cumule en tête avec plus de 13%, pour une moyenne nationale de 3%. L'hépatite C. Célébrée le 28 juillet de chaque année, la journée mondiale contre l'hépatite vise à faire connaître les différentes formes de la maladie, à sensibiliser et à rappeler les mesures de prévention pour lutter contre la pathologie. Et l'introduction du vaccin de la polio inactivée et la chimioprévention est une option envisagée par les autorités sanitaires du Burkina Faso. Mais avant, il faut expliquer aux populations pourquoi ces nouvelles dispositions dans le programme élargi de vaccination, et cela pour avoir leur consentement. C'est dans ce sens que ce plaidoyer se mène dans le Sahel auprès des autorités coutumières et religieuses. Bouré Makane, Voho Kouararire et Lazare Sanou nous en parlent. Pour lever d'éventuels obstacles à la réussite de la chimioprévention du paludisme saisonnier et l'introduction du vaccin polio inactivé dans le programme de vaccination des enfants de moins de 5 ans, la Direction régionale de la santé du Sahel sollicite le concours des autorités administratives, religieuses et coutumières de la région. Nous attendons des autorités administratives, religieuses, coutumières et tout leader communautaire, porteur en tout cas de pouvoir de diffusion d'informations, à nous aider à passer le message
sur la volonté du gouvernement à mieux protéger les enfants contre la poliomyélite après cette phase d'éradication que nous avons observée. Ici réunis, les participants s'informent sur les interventions en question, mais aussi sur leur rôle dans le processus. Cette rencontre va outiller les autorités administratives, religieuses et coutumières pour qu'elles puissent relayer l'information au niveau des populations. Et nous sommes là pour les accompagner et nous osons croire que cette action va tout mettre en œuvre pour renforcer les capacités au niveau de la région du Sahel en ce qui concerne la santé des enfants. Le lancement de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier et l'introduction du vaccin polio inactivé ont eu lieu respectivement les 19 et 20 juillet derniers. Et dans l'actualité verte de ce journal, les acteurs de la lutte contre la désertification qui valident le rapport biennal de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies à laquelle le Burkina Faso est partie prenante. Le rapport contient des actions fortes qui devraient permettre de réduire significativement l'avancée de la sécheresse. On voit cela avec Yacouba Gamene et Maxime Zongo. Du fait de l'action de l'homme et de bien d'autres facteurs, la désertification gagne du terrain. Face à cette menace persistante, les Nations Unies ont engagé la riposte à travers de nombreuses initiatives. Au nombre de celles-ci, la Convention sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse. Notre pays est parti à cette convention depuis 1996. Et il y a un certain nombre d'obligations qui sont faites aux parties, dont justement la présentation d'un rapport biennal sur l'état de mise en œuvre des plans d'action respectifs. À l'issue de cette concertation de Ouagadougou, le rapport du Burkina sera validé par les experts. Toute chose qui permettra à notre pays d'être à jour vis-à-vis de ses engagements avec la Convention. Une fois adopté, ce rapport qui contient un certain nombre de mesures fortes, selon le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement, permettra au Burkina de réduire significativement les effets de la sécheresse dans notre pays. Et puis, côté social, c'est la Loterie nationale du Burkina qui pense aux plus démunis. La nationale des Jeux du hasard remet 1000 tonnes de vivres à la SONAGES au profit des personnes vulnérables. On suit la cérémonie officielle de remise avec Oscar Soulama et Moumouni Soubeiga. La LONABé, la Loterie nationale du Burkina, vole au secours des personnes démunies. Ce sont au total 1000 tonnes de vivres d'une valeur de 225 millions de francs CFA que la nationale des Jeux du hasard remet à la SONAGES au profit des personnes identifiées par le département de l'agriculture comme étant en situation d'insécurité alimentaire. Et je suis satisfait d'autant plus que ça permettra aux personnes vulnérables sur le terrain d'avoir un peu plus de céréales en cette année que vous savez très difficile. Cette remise de dons marque le début de la mise en œuvre d'une convention que les deux parties viennent de signer. Pour le directeur général de la LONABé, c'est un geste qui matérialise la solidarité de son institution envers les personnes en situation difficile. En période de famine, la solidarité se manifeste spontanément pour soutenir les familles qui n'ont pas connu de très bonnes récoltes. Nous avons donc signé la convention avec la SONAGES pour accueillir les vivres que nous remettons au ministère chargé de la solidarité nationale. La LONABé tient ainsi sa promesse faite à l'occasion de la célébration de son jubilé d'or. Pour la secrétaire d'État en charge de la solidarité nationale représentant le ministre de tutelle, cet élan de solidarité vient renforcer les interventions de la SONAGES dans la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité alimentaire. Actualité hors de chez nous. Plus que 24 heures pour le premier tour de l'élection présidentielle au Mali. La campagne officiellement achevée ce vendredi à minuit. Ils sont 24 candidats en lice pour ce scrutin et plus de 8 millions d'électeurs sont attendus aux urnes demain pour élire le prochain président malien.
Dernier meeting et ultime appel à la mobilisation pour la présidentielle de ce dimanche au Mali. Après une campagne d'à peine 3 semaines, 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Le chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, surnommé Ibeka, est candidat à un second mandat. Parmi ses 23 concurrents, l'opposant Soumaïla Cissé figure en bonne place. On doit changer le président. Le président actuel, là, bon, vraiment, il ne fait pas notre affaire, quoi. Parce que dans ces pays-là, il y a l'insécurité, les jeunes sont en chômage, donc ils n'arrivent pas à satisfaire nos besoins là. C'est pourquoi je vais voter contre le régime actuel. La position d'Ibeka est aussi fragilisée par les violences récurrentes depuis le début de son mandat en 2013. Combats djihadistes ou des Touaregs séparatistes, règlements de compte entre ethnies ou trafiquants de drogue et dérives des forces de sécurité maliennes ont entaché son règne. Si un second tour s'avère nécessaire, il aura lieu dans 15 jours, le 12 août. Et puis, au sommet des 5 pays émergents à Johannesburg, les présidents chinois et russes insistent sur la nécessité d'une plus grande coopération entre les BRICS et plaident pour une coopération renforcée avec l'Afrique. Dans le communiqué final du 10e sommet des BRICS, donc, les dirigeants brésiliens, russes, indiens, chinois et sud-africains dénoncent la politique de protectionnisme de Donald Trump. Le 10e sommet des BRICS, les 5 grands pays émergents, s'achève en Afrique du Sud. Dans leur déclaration finale, les dirigeants brésiliens, russes, indiens, chinois et sud-africains ont dénoncé la menace que fait peser la politique américaine de Donald Trump sur le commerce mondial. Ils ont appelé à un respect des règles de l'OMC. Le message primordial, c'est que nous devons travailler ensemble. Les 5 pays membres doivent travailler ensemble sur les défis communs. L'un d'entre eux étant de faire en sorte qu'on ne se trouve pas à la traîne de la 4e révolution industrielle et que nous continuions à défendre d'une seule voix le multilatéralisme qui est menacé. Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe ont insisté sur la nécessité d'une plus grande coopération entre les BRICS, car celle-ci a un potentiel énorme. Les 5 dirigeants ont aussi plaidé pour renforcer leur coopération avec l'Afrique. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon week-end à tous.